Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Bonjour Laurent. Salut Romu, salut à tous. Alors au menu aujourd'hui, une tactique tirée de la partie entre Serre-Pair avec les Blancs et un dénommé Pérez, une partie jouée à Los Angeles en 1997. Le trait est aux Blancs, ils sont à l'attaque. À vous de conclure justement cette attaque. Donc pour cela, on vous invite à mettre sur pause la vidéo et ensuite, une fois que vous avez tout trouvé, vous comparez avec ce que Laurent va nous faire découvrir. Exactement. Alors, essayons d'observer correctement cette position. Première chose qui doit nous venir à l'esprit, nous sommes en situation de roc opposé, ce qui signifie qu'il faut être les plus agressifs possible en général, et on voit que les Blancs ont bien compris la mission. Ils ont notamment un fou sur C4 extrêmement important qui a dans son viseur le roi, mais qui par la même occasion, et c'est surtout ça qui va nous intéresser, cloue le pion F7 dont on va parler souvent au cours de cette vidéo. D'autres pièces sont évidemment très bien placées. On note la présence du fou sur H4 qui cloue le cavalier F6. Ce clouage d'ailleurs est assez embêtant pour l'adversaire parce que le fou n'est pas tout seul pour attaquer le cavalier F6. Il y a également le cavalier E4 qui lui tape sur la tête. On peut parler également du cavalier F3 qui à n'importe quel moment pourrait s'échanger contre ce fou E5. Et enfin, les tours blanches ont la possibilité de participer au jeu. Alors celle qui est sur H1 ne participe pas encore, mais elle pourrait le faire en prenant à un moment donné la place de sa copine sur D1, sachant que celle-ci pour l'instant, à l'heure actuelle, est déjà active, elle a le cavalier dans son viseur, elle contrôle la colonne D qui est ouverte et tout va bien. Je ne suis pas certain d'avoir parlé de la dame C2, alors je vais le faire tout de suite. Cette dame a le mérite évidemment de couvrir un petit peu son roi, mais c'est une pièce qui travaille à longue portée, et bien qu'elle ne soit pas située directement sur l'aile roi, elle a la diagonale C2 H7 pour participer au jeu, et on pourrait penser notamment à la case G6, dans la mesure où on a déjà signifié que le fou C4 cloue le pion F7, et on sait par expérience qu'une pièce ou un pion cloué, bien sûr il faut essayer de l'attaquer, mais la deuxième règle c'est qu'il faut ne pas perdre de vue que c'est un mauvais défenseur, et donc la case G6 n'est défendue par personne, puisque les noirs donc, ne peuvent pas utiliser leur pion F7 et ont déjà avancé le pion sur H6. Donc c'est une petite aspérité dans le roc, mais qui pourrait avoir de très grandes conséquences. Si on s'intéresse maintenant aux pièces noires, la chose qui ne va pas chez eux finalement, c'est le fait que le fou soit resté sur C8, n'ait pas pu être développé, la tour A8 du coup ne peut pas participer, les tours ne sont pas reliés, et ce détail-là, alors qui est beaucoup plus qu'un détail finalement, va permettre aux blancs de prendre le dessus. Le reste des pièces est plutôt bien placé, de manière générale, parce que les cavaliers se défendent mutuellement, le cavalier soutient aussi le fou sur E5, qui lui-même est bien placé au centre, la dame est sur E7, c'est une case normale, on va dire, à la sortie de l'ouverture, donc les choses sont à peu près correctes pour les noirs, au niveau des pièces que j'ai surlignées en bleu. En revanche, à cause du fou C8 et du manque de coordination des tours, on sent qu'on n'a pas le même potentiel avec les noirs qu'avec les blancs. Donc, désormais, il s'agit avec les blancs de profiter justement de cette avance de développement en ne perdant pas de vue qu'on va essayer d'exploiter deux clouages. Le premier, c'est celui du cavalier F6, et le second, c'est celui du pion F7, notamment avec en ligne de mire, comme on l'a déjà dit, la case G6. Alors, comment faire pour exploiter cette case G6? On pourrait penser tout de suite au coup cavalier prend F6 sur échec, pour libérer la diagonale et ainsi amener notre dame, mais on voit pas tellement les menaces qui seraient faites par l'immédiate arrivée de la dame sur G6, parce qu'elle serait un petit peu toute seule pour l'instant. Donc, ici, cavalier prend F6, ce serait un petit peu trop tôt. En revanche, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on souhaiterait prendre sur F6 et ouvrir la diagonale pour la dame, seulement si l'adversaire était obligé de reprendre à un moment donné avec le pion. Parce que là, on comprend bien que l'arrivée de la dame sur G6 avec échec serait totalement décisive. Alors comment faire ça? Il faut déjà supprimer quelques défenseurs du cavalier F6 pour justement contraindre les noirs à prendre finalement avec le pion. Et c'est ce qui nous amène à penser à l'élimination des défenseurs. On a le coup cavalier prend E5 à notre disposition, mais on a aussi tour prend D7. Et c'est d'ailleurs par ce coup-là que Serre-Pair a déclenché l'attaque finale.
Donc tour prend D7, Romu, c'est un coup auquel on arrive en tâtonnant, comme j'ai essayé de le faire là, c'est-à-dire en regardant les coups les plus évidents qui nous amènent à comprendre ce qu'on devrait faire réellement. Ouais, complètement. Bon, t'as bien dressé le tableau en nous expliquant le clouage du pion F7 et le clouage du cavalier F6. Et puisque les coups normaux, entre guillemets, ne fonctionnaient pas de manière efficace, alors il faut passer aux coups qui sont un peu plus extraordinaires. Et les sacrifices, comme tour prend D7, sont envisagés. Et donc, effectivement, là, tour prend D7 est le bon coup. Donc là, quelles sont les possibilités pour les noirs? Dans la partie, Pérez a choisi de jouer fou prend B2, donc ça, on va le regarder après. Le coup le plus évident, c'est bien sûr de prendre avec la tour avec le fou C8. Donc sur fou prend D7, on note que le fou E5 est moins bien protégé, il n'est plus défendu que par la dame, donc on va faire cavalier prend E5 de façon à forcer la réponse, donc dame prend E5. Et maintenant, le rêve des blancs a été, tu l'as dit tout à l'heure, de prendre en F6 et de forcer les noirs à reprendre par le pion G de façon à faire intervenir la dame sur G6 avec un échec et un effet décisif. Et c'est exactement ce qui se passe. Après cavalier prend F6, G prend F6. Maintenant, on peut faire dame G6 échec, roi H8 et fou prend F6 termine la partie immédiatement. Ouais, on va gagner la dame et c'est terminé, exactement. Donc on comprend bien l'idée de l'élimination de la défense, hein. C'est ce qu'on a fait en prenant le cavalier, et c'est ce qu'on fait après fou prend D7 en prenant également le fou, et là on a totalement nettoyé entre guillemets les défenseurs, il ne restera plus que le pion G7 et notre objectif sera rempli. Donc comme tu l'as dit, la tentative des noirs pour pêcher un petit peu en eau trouble, c'est le coup fou prend B2 échec, alors qu'il n'est pas si difficile que ça à réfuter entre guillemets. On pourrait se contenter de dame prend B2 qui serait un très bon coup. Dans la partie, il a préféré jouer roi prend B2. On constate que dame prend E4 par exemple n'est pas satisfaisant parce qu'on va simplifier la position et se rendre compte qu'on termine la variante avec une pièce de plus, le fou sur H4, donc ça c'est pas très compliqué. Et l'idée de Pérez, c'était, après fou prend B2 échec, roi prend B2, de continuer par dame B4 échec, on couvre naturellement cet échec par le fou, et de reprendre enfin avec le cavalier sur D7. Donc, une idée intéressante de la part des noirs, hein. Ils ont réussi à éviter la stratégie de leur adversaire, qui était de leur casser le roc, mais ça n'empêche pas les blancs de continuer leur attaque. Pourquoi ? Parce que le roi noir n'est quand même pas si bien défendu que ça. Comme souvent, il a une couverture de pion, mais on a envie de dire c'est un petit peu insuffisant, surtout quand on voit la force de frappe adverse. Le fou sur B3 est toujours présent, la dame vise toujours G6, les deux cavaliers sont à proximité, et même le fou pourrait participer. Finalement, il n'y a qu'une seule pièce qui ne participe pas, ou qui ne participe pas encore plutôt, c'est la tour H1, et c'est justement le dernier coup de cette partie. Notre ami Serpère avec les blancs a joué tour D1, et les noirs se sont résignés à abandonner la partie, ils n'ont pas cherché à continuer. Alors Romu, on peut se demander quand même pourquoi ne pas continuer avec les noirs ici. Alors, en fait, il faut comprendre quelle est la menace réelle de tour D1. Alors bien sûr, la première idée, c'est de faire participer la tour, comme tu l'as dit, et qui était la seule pièce qui ne jouait pas. Mais en plus, ça instaure une menace supplémentaire, et à savoir, tour prend D7. Alors, ça serait la deuxième tour que l'on sacrifie sur cette case. Quelle est l'idée ? Par exemple, sur un coup comme C5, donc tour prend D7, fou prend D7 obligé. En faisant tour prend D7, on a éliminé le défenseur de la case F6. Et donc, tout à l'heure, on a vu une variante où le cavalier E4 disparaissait pour laisser la diagonale libre à la dame pour qu'elle puisse arriver sur la case G6. Et là, c'est le cas avec le coup cavalier F6, échec. Donc, le cavalier doit être pris, parce que si roi H8, évidemment, il y a dame H7 mat. Et sur pion prend F6, c'est exactement le même scénario que dans la variante de tout à l'heure. On fait dame G6, échec, on profite encore une fois du clouage du pion F7, et après roi H8, fou prend F6, termine la partie. Ouais, donc ce tour D1
on ne fait que réitérer la même stratégie encore et encore. On veut supprimer le défenseur. Quoi. Ouais, très très précis. Ouais. Et donc si les noirs tentent enfin d'enlever le roi du viseur du fou B3, de se déclouer, ça va finalement pas changer grand chose, c'est quand même pas de bol pour eux, puisqu'on a encore tour prend D7, fou prend D7, à nouveau cavalier F6, et on se rend compte que non seulement on menace mat, mais aussi on attaque le fou, et le cavalier est imprenable, non pas à cause de dame G6 tout de suite, parce que le roi s'est soustrait au vis-à-vis avec le fou B3, mais justement on va lui demander gentiment de retourner de là où il vient, et cette fois-ci dame G6 ne fera plus échec, puisque ça fera tout simplement échec et mat. Donc très belle attaque de Serper. Oui, effectivement, une conclusion assez violente, mais bon, Serper est habitué aux parties mouvementées et à sacrifice, donc c'est pas vraiment surprenant de le voir du bon côté de l'échiquier dans cette position. Et en tout cas, merci Laurent pour toutes ces explications très claires. On espère que cette attaque de Serper vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Faites-nous vos retours sur vos impressions ou suggestions ou simplement vos commentaires sur nos vidéos. C'est pour nous un moyen précieux de savoir si notre travail vous plaît ou si au contraire il faut essayer d'améliorer certaines choses. Et bien évidemment, on vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir. À demain.